Est-ce la meilleure CAN? Pas remonter jusqu'à 1957, avec 3 sélections à l'époque, la meilleure CAN de l'histoire. Je vais commencer avec toi, Robert, qui a couvert pas mal de CAN, qui en a joué également. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Sur le plan du jeu, déjà, est-ce que tu t'es régalé, tout simplement? Pas tout le temps. Pour être tout à fait honnête, pas tout le temps. Par contre, on a donné les outils et les moyens aux joueurs, justement, de pouvoir s'exprimer techniquement. C'est-à-dire que tu n'as aucune pelouse aujourd'hui sur laquelle tu peux critiquer. Je ne sais pas si nos auditeurs entendent, mais il pleut énormément. Et même quand il a plu énormément, les pelouses sont restées dans un état impeccable, ce qui a permis aux joueurs de pouvoir techniquement être le plus propre possible. Donc, pas d'excuses à ce niveau-là. Maintenant, après, dans l'animation, dans ce qui a été demandé au coach, aux joueurs, il y a des matchs où ça laisse à désirer. Tu as des matchs où, oui, effectivement, alors sans faire un jeu au Malien ni au Tunisien, mais le Mali-Tunisie a été une vraie purge, une vraie ennui quand même jusqu'au bout, même s'il y a eu un but partout. Mais dans le jeu, dans l'excitation, il m'a manqué les choses. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes peut-être trop exigeants par rapport au niveau que doit avoir cette CAN? Mais en tout cas, pas tout le temps. On a eu des bons matchs. Moi, je trouve que même le dernier match du Maroc face au Nigeria, je pense que tactiquement, ce qu'ils ont proposé, on en a parlé après le match, ça a été quelque chose de très intéressant. Mais encore une fois, nous, on ne le voit pas non plus comme un simple supporter. Nous, on est obligé d'aller au fond des choses, d'analyser les choses et de faire comprendre aussi à nos auditeurs, nos téléspectateurs que ça a été plutôt un bon match, leur faire ressentir que ça a été un bon match. Donc, je reste mitigé. Je ne vais pas te dire que c'est la meilleure CAN en termes de niveau de jeu, mais par contre, le Maroc, en tout cas, a tout mis en œuvre justement pour que les joueurs puissent. Tu parles de niveau de jeu, pas de spectacle. Tu parles de niveau technique également. Du niveau technique. Attention. Voilà, je pense qu'on est en progrès quand même. Ah non, mais bien sûr qu'on en est de progrès au niveau technique. Et je te dis, grâce encore aux pelouses qui ont été mises à disposition des joueurs. Maintenant, tout n'a pas été parfait en termes de spectacle aussi. Il ne faut pas avoir peur non plus de le dire. Même si ça va de mieux en mieux pour le Maroc, ça monte crescendo aussi. Mais tu vois, comme par exemple pour le Nigeria, je suis resté sur ma faim. Bon, il faut dire également, si on parle de spectacle, c'est la CAN la plus prolifique en termes de buts. Depuis on est passé à un format à 24 équipes. Depuis 2017, on est à 120 buts, 2,5 buts par match. Le précédent record, c'était la dernière CAN en Côte d'Ivoire, 119 buts. Et je rappelle, c'est la 5e CAN qui se joue à 24. Julien, je veux t'entendre là-dessus également, toi, qui as regardé beaucoup de matchs, avec un regard aiguisé de coach aussi. Que penses-tu du niveau général de cette Coupe d'Afrique des Nations? Non, je rejoins beaucoup de points évoqués par Robert. Ça se voit que c'est un footballeur puisqu'il parle de la pelouse, sujet qui est beaucoup trop souvent mis sur le côté en Afrique, avec notamment ces politiques de pelouse synthétique contre lesquelles je m'inscris en faux. Et donc là où, au-delà des stades et tout, tous les pays ne peuvent pas faire ça, mais l'exemple donné par le Maroc, c'est comme il a dit, sur la qualité des pelouses. Et en Afrique, il faut absolument évoluer là-dessus pour que le niveau technique augmente. Donc pour rejoindre ce que tu disais sur le niveau du jeu, il y a beaucoup d'améliorations forcément dans le jeu de passes. Je l'ai beaucoup dit, beaucoup plus de passes, beaucoup plus de pourcentage de passes réussies. De sûreté technique également. Et de joueurs plus passeurs. Il y avait des fois des postes qui laissaient à désirer dans des sélections africaines où les latéraux ou certains milieux étaient avant tout récupérateurs avant d'être passeurs. Maintenant, on voit que ça est devenu beaucoup plus globalisé, complet et on se calque un peu sur les modèles européens. Après, sur l'aspect spectacle, je reste quand même sur ma faim. Je ne vais pas employer le mot déçu, mais l'un est au détriment de l'autre aussi parce qu'on a beaucoup de configurations avec des équipes à forte possession, d'autres qui ferment et ça laisse peu de place. Des schémas un peu stéréotypés. Oui, bien sûr. Et puis ma déception, c'est sur les petits. Moi qui ai entraîné un petit, des petits qui, dans une CAN où le meilleur troisième peut se qualifier avec une seule victoire dans les 3 matchs de poule, pense avant tout à ne pas perdre plutôt que d'aller en gagner 1 sur 3. Et donc voilà, à part peut-être le Soudan. Et j'en oublie un. La Tanzanie aussi, c'est pas mal. La Tanzanie, c'est 2 pays qui peuvent sortir en disant on a réussi notre CAN, quoi. Voilà. Elton. Meilleure CAN que tu as suivi ou pas? Non, pour moi, je vais être. C'est clair, c'est bien, c'est clair. Non, mais je vais être plus exigeant parce que à partir du moment où on a mis en avant la qualité des pelouses, toutes les équipes, tous les joueurs, tous les coachs ont les moyens de leurs ambitions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'école, quand on t'offre les meilleures fournitures scolaires, le meilleur stylo, la meilleure règle, on a le droit d'attendre de meilleures choses. Et moi, pour le coup, j'ai pas vu forcément des projets de jeu qui ont été tous aboutis. J'ai vu des équipes qui ont été surtout dans l'opérationnel. Et donc, par rapport à ça, sur le terrain en lui-même, j'ai vu des équipes où, justement, notamment sur cette idée de jeu, sur cette idée de se dire qu'à partir du moment où on a un terrain et que le terrain, c'est un allié, j'ai pas eu le sentiment d'avoir une différence
notable. Et donc moi, par rapport à ça, j'ai vu des projets de jeu moi qui ont été globalement très mitigés, globalement moyens. Il y a le Nigeria, moi, qui m'a intéressé, notamment avec son losange. Et globalement, on en a déjà parlé sur les émissions. Le football africain, pour moi, c'est trop standardisé. On a vu ce débat avec Azedine et ça s'est retrouvé sur cette Coupe d'Afrique des Nations où justement les équipes, peut-être crispées par rapport à l'enjeu du résultat, le passage notamment en huitième de finale, ont été un peu trop attentistes. Beaucoup de buts, excuse-moi de te couper, mais l'important c'est de faire la moyenne des buts. Et dans ce cas-là, c'est pas la plus prolifique parce que s'il y a 50 équipes, il y aura plus de buts. Donc, bien sûr, tu l'as oui, précisé. je parle depuis 2017. Et il faut regarder les moyennes de buts et c'est pas le cas. Donc, je te dirais laquelle a été le plus prolifique en moyenne de buts. Mais comme je disais, les demi-finales, c'est les moins prolifiques de l'histoire de la CAN, par exemple, avec un seul but en 2 matchs. Je te pose une question piège, Robert. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui encore aujourd'hui 2025, un euro d'une CAN en termes de niveau de jeu là? Est-ce que le gouffre est aussi important? Tu peux prendre 30 secondes de silence si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. C'est une question piège. Hein. Je sais que c'est une question piège et je vais essayer de ne pas te répondre à côté de la plaque. Il faut quand même reconnaître aussi qu'il y a les 3/4 des joueurs qui composent les plus grands clubs. Font partie des plus grands clubs européens quand même. Je pense que si on en est arrivé à ce niveau-là aussi, des fois où c'est attentiste, parce que en club, en Ligue des Champions, en Europa League, bref, dans toutes les compétitions européennes, on attend quelque chose. Voilà, c'est le résultat avant tout. Je pense que le gouffre n'est plus si énorme que ça. Je pense que le gouffre n'est plus si énorme que ça, parce que tout simplement, on essaye aussi avec les sélections africaines de jouer un petit peu à l'européenne. Pas qu'en Afrique, un petit peu partout, mais je dis toujours qu'il faut qu'on garde aussi cette folie africaine qu'on a. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un joueur qui peut faire cet exploit, qui peut faire une dinguerie des fois dans la surface, bref, des choses qui font que le football africain, des fois, peut se détacher, un petit peu comme le football sud-américain, où des fois, on voit des choses assez spectaculaires. Mais il faut reconnaître que je pense que le gouffre est beaucoup moins important qui ne l'a été il y a quelques années. Presque paradoxal ce que tu dis en fait. L'Afrique a progressé sur le plan tactiquement avec ses sélectionneurs, mais on manque un petit peu de fantaisie. Aujourd'hui désormais, on s'éloigne d'une nature football, d'un comportement, d'une attitude. Ouais, il y a ça parce que ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est ce qui manque dans la qualité du spectacle des fois proposé. Des fois, il manque peut-être un JJ Okocha qui est capable de faire t'inventer un geste en plein match, capable de te créer quelque chose, qui fasse un peu lever les foules, qui fasse un peu s'enflammer les stades. Tu vois, ce genre de ces joueurs aujourd'hui n'ont plus cette liberté-là ou ils n'ont plus cette capacité-là? C'est la question sur le plateau de la CAN 2025 là. C'est une bonne question, mais moi je pense qu'ils n'ont pas cette liberté-là. Je pense que ces joueurs-là existent pour avoir sillonné des terrains un peu partout. Ils existent encore, mais ils sont pas forcément là sur la CAN d'ailleurs. Non, ils sont pas à la CAN parce qu'on n'en veut pas. Et parce qu'il y a ce que disait Robert, alors après je ne vais pas partir dans des trucs genre complexe d'infériorité ou envie de copier le foot européen, mais ça c'est une réalité que j'ai vue moi avec des coachs africains. Et non, il faut garder son identité, ça c'est très important. Moi j'ai grandi avec JJ Okocha, avec Abedi Pelé, j'étais fasciné. Je ne sais pas quel gamin aujourd'hui est fasciné par un joueur là, de la CAN, à part peut-être Brahim Diaz. Je parle de mecs à qui on ne parlait pas de bloc équipe, par exemple. Oui, et puis même, de toute façon, ce qu'il a dit, quand tu as dit c'est paradoxal, non, c'est pas paradoxal. Le niveau tactique augmente et la créativité baisse parce que les entraîneurs sont focus sur l'aspect, on va dire, global, macro, et ne vont pas autoriser un joueur de sortir dans les 30 derniers mètres, parce qu'on ne leur demande pas de dribbler dans leur surface, mais dans les 30 derniers mètres, de sortir du modèle. Sûr. Voilà. Ça, c'est ce que pour les coachs en général. On pose un cadre défini, et dans ce cadre défini, ils ont la liberté. C'est un peu hypocrite, ça, d'ailleurs. C'est l'époque où l'entraîneur se valorise avec le classique bien habillé, lunettes, et puis je parle de half space, et il se valorise plus à la Roland Courbis en mettant en avant des joueurs Julien, romantiques, créatifs. Au moins, et créatifs. Pour moi, il y a un côté paradoxal, et je vais même aller sur un côté schizophrénique, parce qu'on a mis en avant à l'occasion des demi-finales le vivier local, les entraîneurs locaux, et à côté de ça on nous parle justement d'un jeu qui tend beaucoup plus vers l'Europe, et ça c'est un côté qui est pour moi schizophrénique. Est-ce que l'Afrique justement dans la perspective d'être compétitive, est-ce que l'Afrique justement ne devrait pas être un laboratoire de jeu avec un jeu
qui doit réunir toutes les composantes pour rester compétitif au plus haut niveau, mais à côté de ça, garder son identité. Et ça va être toute la réflexion à mener. C'est quand je dis paradoxal, c'est qu'à la fois on dit le football africain progresse, mais il perd son identité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un choix presque philosophique à faire ou pas? Faudrait pas que justement les coachs locaux, ça soit juste parce que ce sont des coachs locaux, mais qu'est-ce qu'ils apportent aussi au continent? Qu'est-ce qu'ils apportent à ces sélections par rapport à leur tradition, par rapport à leur historique? Oui, est-ce que ce qu'il propose comme projet de jeu correspond à l'identité du football national? Parce que je pense que il est mieux placé que moi, Robert, mais pour avoir un peu voyagé, fait une quinzaine de pays en Afrique, il y a vraiment des cultures de jeu très différentes. Bien sûr, selon les pays. Selon les pays, et ça, on le voit de moins en moins. Rapidement, tu vois, on parlait du Nigeria il y a peu de temps. Le Nigeria, souviens-toi, à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, c'était bloc bas, voire bloc médian quand il était plus haut. Ils attendaient, contraient, et là, on a eu un Nigeria, alors jusqu'à le fameux losange d'Eric Chelle. Voilà, jusqu'à la demi-finale. J'ai vu un Nigeria qui jouait, qui avait de l'impact au milieu, il y avait des courses, il y avait des dépassements, entre guillemets, dépassements de fonction, c'est pas le terme, mais des joueurs qui prenaient des initiatives, tu vois, au-delà des consignes qui pouvaient être données. Et à un moment donné, moi, c'est ce que j'ai aussi, le coach donne un certain cadre, donne certaines directives. Mais après, il faut faire aussi ce que le jeu te demande. Il faut savoir aussi faire ce que je te demande. C'est pas parce qu'à un moment donné, on t'a demandé de faire une action et sur cette action, il faut la prendre en 3 touches. Si tu peux la faire en une touche, gagner 1 temps, voire 2 temps et d'avoir le temps d'avance sur ton adversaire, il faut le faire. Il ne faut pas attendre à ce que le coach te dise si jamais. Est-ce que c'est lié au football africain ou c'est lié au football actuel où les joueurs. Et c'est ça, exactement. C'est une tendance générale. Quand on dit que ça s'européanise, j'aime pas trop le terme, mais c'est ça quelque part. Il y a un effet mimétique en réalité. On se dit que pour réussir désormais, on a plus de chances avec un football un peu stéréotypé. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pareil en Europe aussi, sur la baisse des joueurs créatifs. Qui se rappelle de l'Euro réellement, franchement? Qui a vu un bon match lors du dernier Euro? Franchement, quasiment pas. Je veux ton avis, Younes, là-dessus. Je vais te demander quelle est l'équipe qui t'avait plus vibré sur la CAN, bien sûr. Je crois qu'on a la réponse. On va dire le Maroc, on va dire le Sénégal. Pour l'émotion, les vibrations. Toi, le supporter marocain, tu m'avais répondu le Sénégal, l'équipe qui te donnait plus de plaisir. Pourquoi? Ça, exactement. Parce que pour moi, je trouve qu'en termes de joueurs, ils ont ce qui se font mieux en Afrique. Ils ont une équipe complète du gardien à l'attaquant. Et je trouve qu'ils ont un jeu plaisant à regarder. Et demain, ça va être une belle affiche contre le Maroc. Saline, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu prends du plaisir à regarder ta sélection? Je connais cette technique. Je veux dire que le Maroc est une équipe très séduisante avec un effectif. Je connais cette technique. Est-ce que tu poses un regard critique malgré l'avancée dans le tournoi? Bien sûr que oui. Je pense que le Sénégal est monté en puissance. Et on n'en a pas parlé dans la première partie de l'émission, mais la préparation tronquée des sélections aussi, je pense, a joué. On voit que le Maroc est monté en puissance. Le match du Maroc face au Cameroun, ça a été vraiment, je pense, une masterclass. Et il fallait du temps pour que ces équipes montent en puissance. Mais du côté du Sénégal, il y a eu des choix d'hommes qui ont été faits par Papio, notamment à l'attaquant. Il a changé un moment. Nicolas Jackson, et c'est un peu un des points d'interrogation pour demain. Est-ce que Nicolas Jackson sera titulaire ou pas? Ou est-ce que ce sera Habib Diallo? Il y a eu, je pense, une montée en puissance, notamment des cadres de cette sélection sénégalaise. Et sur le point du jeu, plus de certitude. Honnêtement, avant le match contre l'Égypte, après avoir vu le Sénégal contre le Mali, j'ai un petit doute et je me dis que cette équipe peut se faire sortir sur un malentendu, et surtout face à des joueurs comme Marmouche et Salah. Et honnêtement, vu la sérénité qu'ils ont dégagée, notamment à 0-0, sans paniquer, sans tomber dans les provocations, je me suis dit, cette équipe sénégalaise, elle a vraiment l'air plus que jamais en mission. C'est un petit peu le mot, en mission. Et je les sens prêts. J'étais pas spécialement sur le papier, optimiste sur cette CAN, mais honnêtement, il y a eu des choses qui m'ont montré que le Sénégal pouvait aller au bout et installer une grosse clim demain du côté de Rabat. Tu préfères la sélection de Mané ou celle d'El Hadji Diouf? El Hadji Diouf, il y a les premiers, c'est toujours spécial. Les premiers, moi je m'en rappelle, c'est-à-dire que El Hadji Diouf, le France-Sénégal de 2002, c'est 31 mai, c'est une date qu'on ne pourra pas oublier. J'avais séché les cours ce jour-là d'ailleurs. Et les premiers souvenirs avec les Fadiga, avec cette génération, franchement, Pape Sarr, avec Ferdinand Coly, Aliou Cissé. Voilà, c'est sentimental. C'est sentimental. C'est vraiment sentimental. Mais après, sur le jeu, sur la qualité de l'effectif, il n'y a pas photo avec la génération Mané. T'as quel âge, Younes? J'ai 25 ans. Donc tu connais pas trop le Maroc de Soufadji? Non. Avec le Maroc, on va dire 2018, 2022. Je suis dans l'âge d'or du Maroc. Alors, avant de te libérer, dis-moi un mot sur le Dima Maghrib. Ton association, vous êtes combien et comment tu as construit ça? On vous voit dans la tribune à chaque fois, au stade Moulay Abdellah. Raconte-moi un peu comment s'est construite l'association là. Alors c'est par la simple idée qu'en fait on voulait réunir un maximum de supporters
En fait, on s'est dit pourquoi pas additionner tous les supporters du stade derrière une seule unique bâche, partager les mêmes valeurs, le même objectif, supporter l'équipe nationale. Et c'est ce qui se passe très bien depuis bientôt 1 an. Et chaque match pour nous, c'est une fête, c'est un grand rendez-vous. On se retrouve avec les membres de l'association. On a bientôt 1 an dimanche, on fête nos 1 an. Que des Marocains ou C'est des la Marocains diaspora du monde, marocaine en Europe aussi C'est des Marocains du monde, de la diaspora. Donc on a un peu plus de 600. De Bruxelles à Gijón en Espagne. On a des membres en Australie, des membres aussi au Canada, aux États-Unis. Et de match en match, ça prend forme. Les gens veulent nous rejoindre et adhèrent au projet qu'on véhicule. Et tout le monde a eu des places pour la finale? Tous les membres se sont servis? Tous les membres, quasiment tous les membres. Bon, très bien. Vous serez combien demain? 600, c'est ça? On sera à peu près 600, ouais. À peu près 600. Bon, c'est Sur intéressant. les Sénégalais. C'est intéressant que tu en parles parce que je voulais évoquer ça dans la question est-ce la plus grande CAN de l'histoire? On a un problème récurrent sur une CAN, notamment sur une finale aussi, la question de la billetterie en réalité. Vous êtes servi, vous avez de la chance. Sauf qu'il y a beaucoup de plaintes côté sénégalais aussi. Il y a une disproportion totale dans la répartition des places. On peut l'entendre, Robert, hein, finalement. Tu reçois tes pays hôtes. On a connu ça en France également. Tu as une majorité sur une finale de supporters français que des supporters adverses, hein, l'autre sélection. Sauf que là, si je ne me trompe pas, on sera quoi, vers 2-3 000 Sénégalais? T'as peut-être un petit peu plus, C'est la que la ligne. dotation a un petit peu augmenté, peut-être un peu plus, peut-être autour de 3-4 000. Et bon, Mais ça c'est reste- un stade de 68 000. Hein. Ça fait très peu. Ça fait très peu. Et il y a des Sénégalais qui sont venus à Rabat et qui sont repartis parce qu'ils ne pourront pas avoir de place. Et après, tout ça, c'est peut-être dans la procédure, notamment d'attribution dès le début, je pense, de la billetterie. C'est Mais ce c'est que un dit vrai Motsepe. problème. C'est un vrai problème. Premier jour, les places sont parties, en réalité. Et aujourd'hui, la CAF essaie de rattraper le problème, l'erreur, qui était prévisible, en fait, Robert. C'est terrible. On savait que ça allait se passer comme ça, encore une fois. Ouais, mais quoi. c'est Ça terrible. entache l'image de la compétition. Exactement. Ouais, c'est terrible et ça renvoie pas une très bonne image. Et puis surtout, le problème, il est récurrent, comme tu viens de le dire. Moi, depuis le début de la compétition, tout simplement. Parce que même depuis le début de la compétition, avoir couvert tous les matchs du Maroc, on t'annonce que c'est complet. Et puis, quand tu regardes le tableau pendant le match, on annonce le nombre de spectateurs, le stade, il n'est pas à guichet fermé. Tout simplement. Je vais prendre un autre exemple. Sur les matchs de l'Algérie, stade de 22 000 places. J'ai jamais vu à un moment donné où on te dit allez, on va essayer de rapprocher des 22 000. Non, le taux de remplissage le plus élevé était 18 000. C'est ça. Donc ouais. si tu veux, Sur l'Algérie RDC sur aussi, l'Algérie, mais sur l'Algérie RDC, et Incroyable. c'est incroyable. Alors que Et tout c'est le monde là- voulait voir ce alors match. que Il y tout le avait du monde monde à voulait voir ce l'extérieur du stade. mais tu vois, après, ce qui est paradoxal, pour reprendre ton terme, c'est que tu vas sur le site de la CAF pour prendre tes places. Place. Il n'y a plus de place. On te dit c'est sold out. Ok, moi je veux bien que ça soit sold out. Mais il faut que ça se voit aussi, non seulement au stade, mais aussi à la télé, que les gens ne comprennent pas pourquoi, à un moment donné, tu veux acheter tes places, tu ne peux pas en avoir. Et puis finalement, tu te rends compte, c'est pas guichet fermé comme c'est l'a annoncé. Julien, ce problème, tu Non, le moi je connais me posais également. la question, mais Il y je a- crois que c'est plutôt en club. Mais est-ce que dans les finales de sélection, est-ce qu'il n'y a pas le même nombre attribué aux deux équipes et qu'ensuite la troisième partie est libre? Normalement, vous devez avoir le même nombre. Alors, sur les Coupes de France, oui, nous, on connaît, c'est du 50-50. Ouais, mais en je tout ne connais cas, pas puis il y la a une règle. partie Si pour quelqu'un les la connaît, invités. parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Sur un et euro, je c'est savais pas répondre. un peu plus réparti, notamment sur une finale d'un euro. De mon souvenir, en tout cas, on en a Non, couvert. mais là où c'est biaisé, Mais, c'est qu'à partir du moment où c'est ouvert au grand public, tu sais que la billetterie sera forte dominante marocaine pour la simple et bonne raison qu'ils soient Mais c'est à la normal. maison. Mais c'est ça, normal. ça. Après, ça, c'est surtout normal. ça. Mais quand tu vois que des gens, notamment avant le début de la compétition, s'inscrivent, il faut que tu fasses ton fan ID, il faut que tu aies ton Yalla, il faut que tu aies Instu, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela. Finalement, tu n'utilises rien. Et puis, tu passes des heures et des heures et des heures et des heures C'est vrai à que ça attendre manquait de ton tour. pédagogie pour. Voilà, et attendre ton tour pour avoir ton on billet. dit. Puis finalement, tu arrives, on te dit, fini, il n'y a plus. Bon. Suivant. Sur les 3 tours, c'est vrai que c'est. Par exemple, si la règle c'était 10 000 pour au Maroc, 10 000 pour Sénégal, et puis le reste c'est libre, bon, tu auras au moins déjà 10 000 Sénégalais. Mais voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a cette règle-là? Et mais en général, pour remplir les stades dès la phase de poule, il y a la question du pouvoir d'achat en Afrique. Il faut le dire aussi. Oui, aussi, bien sûr. Tous les supporters de tous les pays africains, les pays africains n'ont pas les moyens de venir se déplacer et venir Exactement. jusqu'au Maroc. C'est un immense continent également. Il faudrait trouver une solution via les fédérations, peut-être qu'elles financent des déplacements de supporters comme le vôtre également, ou que des assos se montent aussi avec des aides. Merci Younes d'être venu. Merci à vous. Bon match. Merci. à toi demain, Dima Jean- Maghreb. Dima Maghrib, exactement. On vous entend demain. Une petite banderole pour RMC demain, c'est trop tard? Pardon? Une banderole pour RMC demain, c'est trop tard? Banderole, c'est-à-dire? Une banderole dans le stade? Ah, bien sûr, ouais. Les vibrations, je trouve qu'il y a quand même, s'il y a une critique à faire, un petit peu le manque d'ambiance qu'il y a dans les rues au Maroc. Je pense que C'est la même réflexion, si on est honnête, on doit oui, le dire. bien sûr. Je pense que le climat y est pour
pour pas mal. Le fait que c'est pas une période de vacances scolaires au Maroc, ça joue beaucoup. Mais sinon, après, l'ambiance dans les stades, elle est incroyable, elle est bonne et les vibrations sont plutôt très positives.